Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Renaud De Vriend et je suis en deuxième année en option français, philosophie et citoyenneté. Je présente ici mon épreuve intégrée pour la C5. Pour réaliser la carte conceptuelle demandée, je suis parti de la notion de redoublement, qui me semble être une notion centrale dans les différents cours de techniques de gestion de groupe, évaluation des apprentissages et enfin psychologie des apprentissages. C'est pourquoi ce fut mon point de départ. Je vais maintenant vous expliquer plus en profondeur 4 liens spécifiques de ma carte conceptuelle. Le premier lien que je souhaite mettre en lumière, c'est celui qui unit le redoublement à la motivation. J'en dis que le redoublement nuit à la motivation. Si, contrairement à ce que les études démontrent, les professeurs sont persuadés que le redoublement constitue une remédiation efficace, ils s'accordent néanmoins à dire que c'est un moment difficile pour un élève et qu'il peut effectivement nuire à sa motivation. Pour expliquer cela, premièrement, je voudrais dire que le redoublement a un effet sur le sentiment de compétence, qui est une composante importante de la motivation. En effet, le redoublement est synonyme d'échec. Son message est clair, tu n'es pas capable de passer dans la classe supérieure. Il est donc évident que le sentiment de compétence de l'élève sera fortement impacté, voire détruit. Deuxièmement, le redoublement a une influence sur une seconde composante de la motivation, le sentiment de contrôlabilité. En effet, l'échec à un examen est rarement suivi d'une remédiation ciblée ou même de réelles explications et l'élève ne comprend pas l'origine de son échec. Il a donc l'impression de n'avoir que peu de contrôle sur sa réussite. Enfin, le redoublement affecte grandement l'estime de soi, puisque les élèves ne se pensent pas assez bons pour réussir, ce qui vient à l'encontre du postulat d'éducabilité. Oui, tous les élèves sont suffisamment doués pour réussir. Une des preuves en est qu'un élève qui a doublé est souvent pris dans une spirale d'échecs et aura un fort pourcentage de chances de doubler à nouveau dans les années futures. Le deuxième lien que j'aimerais aborder avec vous est celui qui unit l'égalité des acquis d'un côté et la justice corrective de l'autre. J'en dis que l'égalité des acquis est le but de la justice corrective. Avant de nous attarder d'ailleurs sur les liens qui unissent ces deux notions, je pense qu'il serait bon de les définir brièvement. L'égalité des acquis est une procédure qui vise à donner plus à celui qui en a davantage besoin, tout simplement. C'est donc agir en sens opposé aux avantages innés ou sociaux par des procédures de correction. Si on vise cette égalité, c'est parce qu'on est convaincu que le potentiel des élèves est suffisant pour acquérir les compétences de base. Ensuite, pour ce qui est de la justice corrective, elle se base sur le droit à la différence, et non la différence de droit. C'est-à-dire que les élèves ont le droit de partir d'un point de départ différent pour tous parvenir néanmoins à la même ligne d'arrivée. Cette finalité, justement, que la justice corrective vise à faire atteindre tous les élèves, ce sont les compétences de base minimum prescrites par le socle de compétences. On comprend dès lors que c'est en réalité l'égalité des acquis que vise la justice corrective, et il est donc évident qu'elle est bien le but de la justice corrective. Le troisième lien dont j'aimerais parler ici est celui qui unit le tutorat à la zone de développement proximal, ou ZDP. Le tutorat est une méthode d'apprentissage où un tuteur, un élève, prend en charge l'apprentissage d'un tutoré, un condisciple. Contrairement à l'idée reçue et aux craintes des parents, les deux participants en retirent un grand bénéfice, et cela à condition qu'ils soient tous les deux dans une zone d'apprentissage proximale. En effet, l'apprentissage est plus facile si la zone de développement proximal est proche. Le tuteur n'est pas vu comme un évaluateur et le tutoré ose davantage lui montrer ses faiblesses. Le tuteur peut également comprendre l'origine des erreurs du tutoré puisqu'il se souvient les avoir commises lui aussi et surtout il se souvient du chemin qu'il a parcouru pour surmonter ces erreurs. Le professeur, lui, est incapable puisqu'il a automatisé l'apprentissage et ne se souvient plus avoir commis ces mêmes erreurs. Il devient donc évident qu'une zone de développement proximal proche assure l'efficacité du tutorat, tout simplement. Enfin, pour conclure ce travail, j'aborderai avec vous le quatrième lien, celui qui unit d'un côté la remédiation efficace et de l'autre les composantes de la motivation, à savoir le sentiment de compétence, le sentiment de contrôlabilité et l'estime de soi. Il existe plusieurs types de remédiation efficace, dont le tutorat que j'ai abordé plus haut, ainsi que la constitution de groupes de besoins et le travail coopératif. Je vais d'ailleurs définir rapidement ces deux derniers. La remédiation par groupe de besoins, et non par groupe de niveau, est un outil qui permet de répondre au mieux aux besoins réels des élèves,
Pour les constituer, on se base sur l'évaluation formative. Cette évaluation met en évidence les erreurs des élèves qu'il faut analyser afin de trouver leur origine. Les groupes sont alors tout simplement formés à partir de l'origine de ces erreurs. Enfin vient l'apprentissage coopératif, qui n'est ni un travail de groupe et encore moins une récompense. Ici, la qualité du travail est plus grande que la somme des compétences de chacun. On pourrait dire 1 plus 1 égale 3. Il faut proposer une tâche complexe qui doit faire appel à des savoirs et savoir-faire multiples pour que chacun puisse ajouter sa pierre à l'édifice, et pour contraindre les élèves à coopérer, il faut aussi imposer une limite de temps, un timing. Tous ces procédés de remédiation ont pour vocation d'amplifier 3 choses. Premièrement, le sentiment de compétence, c'est-à-dire l'impression qu'a un élève d'être compétent dans un domaine. Deuxièmement, le sentiment de contrôlabilité, c'est-à-dire l'impression qu'a un élève du contrôle qu'il possède sur une tâche à effectuer et surtout du résultat qui en découlera. Et troisièmement, sur l'estime de soi. Le tutorat, par exemple, renforce l'estime de soi du tuteur, alors qu'il fortifie le sentiment de compétence du tutoré. L'apprentissage coopératif, quant à lui, renforce grandement le sentiment de contrôlabilité, puisqu'il revient aux élèves d'appliquer leur propre procédure pour arriver à un résultat. Et enfin, les groupes de besoins sont salutaires au sentiment de compétence, puisqu'ils viennent supprimer l'origine d'une erreur et permettent aux élèves de ne plus la reproduire. Et je m'arrêterai sur cette analyse pour la défense de mon travail. Je vous souhaite une agréable journée et une bonne correction, et surtout je vous dis merci pour votre écoute.